Adrien Pouliot est avec nous ce matin. Il est le chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, bonjour. Bon matin, Jeff. Tout va bien? Ça va très bien. La session recommence, il y a de l'action. Il y a de l'action, hein? On va te dire de quoi, en tout cas. Est-ce que je rêve, mais les gens qui sont pour l'histoire des valeurs québécoises puis la charte que les péquistes vont nous rentrer dans la gorge, est-ce que c'est les mêmes combattants que ceux qui nous empêchent de choisir en tant que parents les écoles dans lesquelles on voudrait voir nos enfants? Si, mettons, je veux envoyer mon enfant dans une école anglaise, une école bilingue ou une école espagnole, c'est les gens qui craignent la disparition du français. Est-ce que je me trompe ou c'est les mêmes? Ce sont tous des étatistes. Ce sont tous des gens qui veulent nous dire comment vivre notre vie. Alors, vous allez avoir telle valeur. Veux pas, là, c'est ça. On décide ça d'en haut. Ils ont décidé ça à l'Assemblée nationale. Vous allez envoyer vos enfants à telle place, vous allez leur dire à apprendre de telle langue, on va les forcer à prendre des cours d'histoire au cégep. Alors, c'est ce dirigisme-là au Québec dont on souffre, hein, Jeff, c'est ça qu'on voit partout tout le temps. Là. Le nombre de lois augmente, le nombre de règlements augmente, le budget augmente, le déficit augmente, parce que l'État est toujours plus gros. Est-ce que véritablement c'est dans la liste? Je sais que tu as tweeté ça la semaine passée, puis on en a parlé ici. En fait, tu avais retweeté quelque chose que tu avais déjà envoyé il y a longtemps. Il y avait eu un sondage au cours de l'été qui nous montrait que les Québécois voulaient des choses qu'on ne parle pas beaucoup chez les partis québécois, c'est-à-dire de faire le ménage des finances publiques, de baisser les impôts, de mettre l'accent sur le développement ou encore la création d'emplois. Puis les choses que l'on parle actuellement, c'était carrément en bas de la liste. En fait, le sondage, je veux dire, a été fait au mois d'août, mais c'est le magazine de l'actualité de ce mois-ci, là. OK. Donc, on va sortir les résultats là. C'est sorti. C'est sorti. Depuis une semaine environ. OK. Donc, il y a vraiment une différence. Le sondage a été fait le 7 août, puis ça a apparu dans la dernière livraison de l'actualité là, du 13 septembre, je pense. Et tu as raison, c'est un peu hallucinant, là. Toutes les choses du PQ, toutes les politiques du PQ, la souveraineté alimentaire, la charte de la laïcité, le Bill 14, puis la charte de la langue française, tout ça, là, c'est dans le sous-sol en termes de priorité selon les Québécois. Et ce qui est au top, là, puis on parle de comme 50-55% selon les gens là, que c'est des priorités, c'est toujours la même histoire, comme on dit en anglais, hein? It's the economy, stupid. Donc, c'est des trucs comme la création d'emplois, les taxes, les impôts sur la classe moyenne, les dépenses du gouvernement. Et c'est ça que les gens... Puis, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs gens me disent Adrien, l'économie, les gens, ça les intéresse pas l'économie. Puis c'est sûr que des grands cours d'économie compliqués avec des équations puis des trucs de même, ça les dérange pas, mais ce que la plupart des gens veulent, c'est il me reste-tu de l'argent à la fin du mois? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller au cinéma? Est-ce que je peux amener mes enfants au parc safari? Est-ce que je pourrais peut-être même aller faire un petit voyage dans le Maine, tu sais? C'est ça que les gens, c'est ça qu'ils cherchent à avoir, là. Ils cherchent pas nécessairement à être millionnaires, mais ils veulent quand même avoir un peu de confort et avec les augmentations continuelles, indirectes, déguisées de taxes de toutes sortes, en plus de l'augmentation des impôts, là, ben, la classe moyenne, il ne reste plus rien. Puis là, la CAQ, là, tout d'un coup, M. Legault vient de se réveiller. Puis hier, il a dit, ou il y a une couple de jours, il a dit, oh, regardons ça. Ah, ben là, c'est vrai, là, la classe moyenne est étouffée. Et bon, il faut baisser les impôts des familles. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. C'était ça, le 4 septembre 2012, quand la CAQ a passé à l'élection. Puis dans le programme de la CAQ, quand on regarde le programme de la CAQ, tu piges dans la poche de gauche pour en mettre dans la poche de droite. Tu coupes, mettons, dans les commissions scolaires, mais toutes les épargnes que tu fais dans les commissions scolaires, tu les donnes aux professeurs, tu augmentes leur salaire de 20%, parce que supposément, selon M. Legault, si tu payes les professeurs 20% de plus, il va y avoir moins de décrochage scolaire. Là, il y a peut-être quelqu'un qui va falloir qu'il m'explique ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. On va couper le salaire des pharmaciens, puis avec l'épargne, on va augmenter les salaires des médecins. Et parce que les médecins sont payés plus cher, ça va, selon M. Legault... Donc, des transferts d'argent, tout simplement. Là. Nous, à la fin, on n'en a pas plus dans nos poches. C'est 4,30 sous pour une pièce. Ouais. En bout de piste, l'État est toujours aussi gros, les impôts sont toujours aussi élevés.
mais ça change l'impôt. Tu sais, comme il voulait baisser la cotisation santé, mais il voulait augmenter l'impôt sur les investisseurs puis les créateurs de richesse, là, c'est-à-dire ceux qui épargnent. Alors donc l'impôt sur les intérêts, l'impôt sur les dividendes, l'impôt sur les gains en capital, il voulait augmenter ça. Alors c'est toujours, tu sais, 40 sous pour une pièce, mais en bout de piste, on a toujours le même problème, c'est qu'on a un État trop gros qui nous tête 75 milliards d'impôts et de taxes de toutes sortes par année. En fait, à peu près 47% des revenus du Québécois moyen, de la famille québécoise moyenne, sert à payer des impôts. Hey, dis-moi donc, Adrien, tu me disais que dans la liste de sujets que tu nous as envoyés, entre autres, on parle beaucoup là qu'il manque d'argent dans les coffres du gouvernement. Le gouvernement, j'ai d'ailleurs entendu à Radio-Canada hier de la part de Gérald Filion que le Québec avait choisi le chemin de l'austérité et que ça ne rapportait pas au gouvernement. C'était un mauvais choix. On n'avait pas regardé ce qui s'était fait en Europe. Donc on a fait le mauvais choix et d'ailleurs on en paie le prix. Il manque de l'argent dans les coffres de l'État. Donc déficit budgétaire à venir, tu dis, Adrien, checkez vos poches, ça va empirer l'an prochain. Ben là, c'est parce que M. Marceau, tu sais, les chiffres, là, tu peux présenter ça de bien des façons. Hein? Il y a des comptables qui sont bien bons là-dedans pour, disons, jouer avec les chiffres. Alors, on nous annonce cette année, supposément, un déficit de 1,5 milliard. Mais on a oublié de mentionner, en passant, on n'inclut pas là-dedans la fermeture de Gentilly 2. Ça, c'est 1,8 milliard que ça coûte. Donc, on est rendu à 3,3 milliards. Ensuite, même si on a comme mis de côté la perte spéciale ou extraordinaire de la fermeture de Gentilly, ça ne nous empêche pas d'inclure, par contre, des revenus extraordinaires. Alors, on exclut les dépenses extraordinaires et on inclut les revenus extraordinaires. Puis les revenus extraordinaires, c'est le 2,2 milliards que M. Harper, le méchant Harper, là, celui qui mange des enfants pour déjeuner, là. Alors, M. Harper nous a donné 2,2 milliards de dollars au Québec, supposément pour compenser les coûts qu'on a encourus dans l'harmonisation de la TPS et de la TVQ, là, il y a à peu près 10-15 ans, là. Mais ça, ce 2,2 milliards-là, là, c'est un bonbon, c'est un cadeau qu'on a pour l'année 2012-2013, 2013-2014. C'est réparti entre les deux, là. En 2013-2014, l'année courante, là, on a, je pense, c'est 1,4 milliard de bonbons comme ça. On ne l'aura pas l'an prochain, là. Alors, qu'est-ce qui va arriver l'an prochain, là? L'an prochain, on n'a pas ce 1,4 milliard-là de bonbons. Alors, écoute, si on n'est pas capable d'atteindre le supposé déficit de 1,5 milliard, c'est le déficit zéro, là, cette année, on est supposé atteindre, le 2013-2014, on est supposé atteindre le déficit zéro avec ce bonbon du fédéral-là. L'an prochain, là, l'année 14-15, ça va être l'année compliquée, ça va être l'année difficile. Alors, ça regarde pas bien, là. Je sais pas qu'est-ce que Gérard Filion non plus parle d'année d'austérité, là. Il a dit ça hier au téléjournal. Ah oui, mais ça, tu sais, l'austérité, je veux dire, il faut pas se fier à ce que Marceau nous dit non plus au niveau de l'austérité parce que, encore une fois, il s'amuse avec les chiffres. Le gouvernement du Québec a à peu près 90-95 milliards de dollars de dépenses. Mais quand tu regardes le budget, ça nous donne l'impression qu'il y a rien que 75 milliards de dépenses. C'est comme un 20 milliards qui n'est pas là. Ce 20 milliards-là, ça, il y a à peu près, je pense, c'est à peu près 130 organismes publics ou parapublics qui sont pas inclus dans le budget, qui sont mis de côté. Je vais donner par exemple, mettons, le ministère du Revenu. Bon, le ministère du Revenu, comme tu le sais, a été transformé en agence du revenu. OK? Alors donc, ils ont sorti les dépenses du ministère du Revenu du budget, puis ils ont mis à côté dans une affaire qui s'appelle l'agence du revenu. Et ça, c'est les dépenses et les revenus de ces 125 agences-là ne sont pas dans le budget. Alors donc, si les dépenses de ces agences-là augmentent de 7-8 ces agences-là récoltent des revenus et en cours de dépenses, et les revenus sont pas là, puis les dépenses sont pas là dans le budget. Alors, finalement, en bout de piste, quand on obtient les états financiers vérifiés par les vérificateurs, qui eux autres sont capables de faire des vrais états financiers qui comprennent tous les chiffres, là, pas seulement ceux qu'on choisit, là, mais les vrais chiffres, là, bon, on voit que d'une année à l'autre, malgré qu'on nous annonce tout le temps que les dépenses augmentent de rien que 1 ou 2 ou 3 finalement, c'est
pas vrai. Les dépenses augmentent de 3, 4, 5 %. Mais alors, tu sais, ça joue avec les chiffres. Donc, ça pour dire que M. Fillon puis son austérité, là, je sais pas où est-ce qu'il prend ça. Il n'y a pas d'austérité au Québec. On continue à embaucher des fonctionnaires additionnels. On continue à dépenser. Il y a toujours des nouveaux programmes. Il a aussi dit qu'on avait une fixation. Ce sont des journalistes neutres. Il a aussi dit que on avait une obsession sur le déficit zéro, là, que ceux qui avaient essayé ça couraient après leur propre perte. Ben, moi, je pense que j'espère qu'on a une obsession sur le déficit zéro parce que on est la province la plus endettée au Canada. Là. Non, mais c'est pas grave. Même Mme Galipo a dit, ben voyons, là, ils vont-tu comprendre que c'est pas la mer à boire, là? Il faut arrêter. Je sais pas, on est rendu à 258 milliards. Là, ça les dérange pas? Par le temps qu'on finisse notre entrevue, Jeff, la dette va avoir augmenté d'une couple de millions. Ça augmente à, je pense, c'est 32 000 $ la minute. Je veux dire, n'importe qui a un budget, n'importe quelle mère de famille qui nous écoute ce matin, n'importe quel père de famille qui a un budget, là, il sait bien que tu peux pas tout le temps dépenser. À un certain point, là, tu vas faire faillite. Je comprends que parfois tu vas emprunter, tu vas acheter une maison, tu peux emprunter, tu vas la payer sur 40 ans, c'est correct. Mais à un certain point, tu dépasses ta capacité d'emprunt, ça devient trop gros. Au Québec, maintenant, le taux, l'intérêt qu'on paye sur la dette, c'est rendu le 3e poste budgétaire. Hein, tu as la santé, l'éducation, puis le 3e poste, c'est l'intérêt. Puis là, les intérêts, ils sont à un bas historique depuis quasiment 50 ans, là. Puis il faut pas penser que ça va rester là. Ça va finir par augmenter, là. Ça va revenir à la normale de 4, 5, 6 %. Alors, on se prépare pour frapper le mur. Alors, il y a pas, c'est pas une obsession, c'est d'agir prudemment que de se préoccuper du déficit zéro. Puis je rajouterais aussi, Jeff, si on parlait des chiffres tantôt, le déficit de l'an dernier, là, qui vient de se terminer le 31 mars 2013, M. Marceau avait budgété 1,5 milliard de déficit. Là, ça va l'air que ça va finir à 1,7, 1,8 milliard. Mais c'est pas tout, là. Parce que ça, c'est le déficit comptable. Mais il y a d'autres choses qui rentrent pas dans le déficit. Par exemple, quand tu investis 4 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars dans les infrastructures, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent en plus du 1,5 milliard de déficit que tu as fait, là. Et quand on regarde... Ça, c'est comme des emprunts à long terme. C'est comme des emprunts à long terme qu'on s'en bâtissait une maison, là. C'est ça. Tu sais, la meilleure façon, là où tu peux pas tricher, là, dans les chiffres, là, c'est le montant de la dette. Ça, tu peux pas tricher. C'est toujours le même montant, tu sais. En tout cas, la dette que tu dois je vais te reparler de ça tantôt parce qu'en fait, tu peux tricher, mais la dette, on la voit, elle est due à du monde. Et la dette entre le dernier budget de M. Marceau, qu'il a fait, et le prochain qui s'en vient là dans quelques mois, là, au mois de mars 2014, pendant cette période-là, la dette du Québec va augmenter d'à peu près 14 milliards de dollars. Malgré le supposé déficit seulement de 1,5 milliard pour l'année financière terminée le 31 mars 2013, puis 0 pour l'année financière terminée le 31 mars 2014, malgré ces belles paroles, la dette va augmenter de 14 milliards de dollars. Adrien, qu'ils viennent pas nous dire que les finances sont sous contrôle, qu'ils viennent pas nous dire que on fait des gros efforts pour serrer la ceinture. La dette augmente sans arrêt, et les jeunes vont, pas seulement les jeunes, parce que d'après moi, on va frapper le mur. Moi, je vais être encore vivant quand on va frapper le mur, c'est sûr, là. Il y en a qui me disent que c'est un long déclin tranquille, mais je vais faire une pause très rapide. Adrien, je veux t'entendre après ça sur un commentaire que M. Marceau a dit hier sur pourquoi il manquait de l'argent au Québec pour le gouvernement. Ça aussi, c'est assez tordu. On vient dans quelques instants sur radiopirate.com. On est avec Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Les mémoires de Jeff Fillion. Quelque part, ça humilie, ça rend plus accessible. Jeff, le pirate. On est toujours avec Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, comment on l'appelle, M. Marceau a dit hier que la raison pourquoi le gouvernement manquait de cash,
comparativement aux prévisions, c'est pas que l'économie du Québec allait si mal, contrairement à tout ce que les chefs nous montrent, lui, il va à l'inverse de ça. Il dit que c'est parce que les Québécois ont comme décidé massivement de plus consommer et d'économiser de l'argent, puis donc là, ils font pas rouler l'économie. Ils sont incroyables, hein. Ils sont incroyables! Oui, ils réussissent toujours à détourner la vérité. D'abord, M. Marceau se trompe quand il dit que l'économie va pas si mal. Là. Quand on regarde l'impôt sur le revenu des compagnies, quand on regarde l'impôt sur le revenu des individus, c'est tout à la baisse. Là. Ils sont bien en bas de leurs prévisions. Donc, ça veut dire que les entreprises font moins de profits. Ça veut dire que les individus payent moins d'impôts. Puis ça, ils payent moins d'impôts malgré qu'on a augmenté les taux d'impôts, là. Tu te rappelles, là, on a rajouté un palier d'imposition à ceux qui font plus que, je pense, c'est 140 000, je ne me rappelle plus, 100 000 ou 140 000. Je pense qu'on a rajouté 2 paliers d'imposition, un à 100 000, un à 50 000. Donc, on impose les riches encore plus, puis malgré ça, les revenus de l'impôt des particuliers sont à la baisse et les revenus de l'impôt des entreprises sont à la baisse. Donc, c'est pas les entreprises, c'est pas petit, là, c'est 12 % de baisse, là. Oui, c'est gros, là. Alors, qu'ils viennent pas me dire là, que les choses vont bien, puis je veux dire, on a qu'à regarder le taux de chômage, là. Il y a 50 à 70 000 chômeurs de plus au Québec, alors qu'on a créé 130 000 emplois dans le reste du Canada. Alors, donc, c'est faux de dire que l'économie va bien. Deuxièmement, lui, ce qu'il dit, c'est, moi, j'ai des revenus, le gouvernement prend des revenus à toutes sortes de places. Il prend des revenus sur ton chèque de paye, puis il prend aussi des revenus quand tu dépenses. Hein? Donc, il prend des revenus 2 fois. Oui, il prend des taxes 2 fois. Tu es taxé sur ton chèque de paye. Alors, si tu fais 1 000 dans la semaine, il t'enlève 250 $. Et là, le 750 $ qui te reste, si tu le dépenses au complet, ben là, TPS, TVQ, fédéral, provincial, la taxe de vente sur l'essence, la taxe de ci, de ça, il y a des taxes partout. Alors, donc, il taxe partout. Et là, ce qui arrive, c'est que les revenus de taxes de vente sont pas au rendez-vous parce que les gens épargnent. Mais un pays ou un ménage ou une personne ne s'enrichit pas en dépensant. Un pays, un ménage, un individu, ça s'enrichit en épargnant et en investissant. C'est pas en dépensant ton argent que tu t'enrichis, on comprend tout ça. Là. Oui. C'est la même affaire pour une économie, c'est la même affaire pour un gouvernement. Alors, les ministres de Finances sont rendus dans une espèce de logique tordue où ils nous disent il faut dépenser pour faire marcher l'économie, pour que je puisse, comme ministre des Finances, ramasser beaucoup de TVQ. Et là, si on dépense, on s'enrichit pas, on est obligé d'emprunter, là, on s'enlise dans la dette, là, il y a une crise. Mais les gens sont plus intelligents que les ministres des Finances, en fait. Ils regardent leur budget, puis ils disent, moi, là, je suis inquiet, l'économie va pas trop bien. Je sais pas si je vais regarder ma job. Je pense que je vais ralentir un petit peu mes dépenses. Et puis, au lieu d'aller en Floride, je vais aller rien que dans le Maine et je vais peut-être me garder un petit coussin de côté ou je vais diminuer, continuer à payer mon hypothèque. Les gens sont pas mal intelligents. Souvent plus que les grands Manitou de la finance qui essaient de nous faire croire toutes sortes de faussetés économiques. Est-ce que il y a pas aussi là-dedans, on en parle ici régulièrement, on arrive à un point où, à un moment donné, il y a tellement, on vient des énumérer, là, impôt provincial, fédéral, TPS, TVQ, les bouteilles de vin. Parce que là, hier, vous autres, notre running gag de ce matin, c'est de voir le maire Labaume réagir à la collusion à Québec en disant « Hey, on s'est fait fourrer ». J'ai sorti une liste à peu près longue en tant que contribuable où est-ce qu'on se fait fourrer. Les prix planchers sur l'essence, il y a de la collusion partout, la bière, le lait, le sucre, ça finit plus, là. Ça finit plus, les places qu'on se fait fourrer. À chaque fois, moi, je reviens de 5 semaines de vacances et j'ai toujours une adaptation de 2-3 semaines. À chaque fois que je rentre quelque part, je rentre de bonne humeur puis je sors un peu en crise puis c'est pas de la faute de la personne à la caisse, je comprends ça. Mais ça coûte cher vivre au Québec. On est pauvre et ça coûte cher. Hier, un auditeur, un camionneur qui se promène un peu partout, qui vit au Québec, il dit, regarde, moi, je gagne tel salaire, ma blonde gagne 37 000 par année. Il dit, si je ramène pas du stock en cachette dans mon troc, je sais pas comment je ferais pour arriver. Parce que j'achète du stock moins cher ailleurs où je voyage, parce que j'arriverais pas, je comprends pas comment des gens ont mes revenus, puis ils puissent arriver au Québec. Puis j'ai joué au golf avec des chums en Floride cet été, des gars qui ont resté à Boston pendant 8-9 ans, qui est de retour pour gérer l'entreprise familiale parce que le père est décédé. La blonde est toujours à Boston, toujours sa maison à Boston, est ici in and out.
Puis il me dit, il me regarde sur un green, puis il me dit, explique-moi, Jeff, comment les gens font pour arriver au Québec. Il dit, ça fait 8-9 mois que je reviens au Québec après 8 ans d'absence. C'est tellement cher. Comment les gens font? Et c'est souvent relié. Oui, les prix à la consommation, il y a une différence avec ailleurs, mais les taxes puis les prix planchers. Moi, je pense qu'il faut que les politiciens regardent ça. Ils sont rendus à un point de non-retour. Ils ont franchi une ligne où ils ont scrappé l'économie. Trop de taxes, à un moment donné, il n'y en a plus 40. Les gens de la gauche puis les gens de la droite, tu sais, des fois, on mélange gauche-droite. Qu'est-ce que ça veut dire gauche-droite? Puis la meilleure façon d'expliquer la gauche, puis la différence entre la gauche et la droite, les gens de la gauche veulent plus d'État et moins de liberté, puis les gens de la droite veulent plus de liberté et moins d'État. Et il faut comprendre que comprendre que l'État, ça ne crée pas de richesse. Ça, c'est important. C'est bien, bien important de comprendre ça. L'État détruit la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire, l'État détruit la richesse? C'est que il prend des taxes, des gens, des impôts, tout ça, et avec cet argent-là, il ne produit rien ou peu. Bon, on est d'accord qu'on a besoin d'un État pour remplir certaines missions essentielles. Tu sais, on veut la protection publique, la police, l'armée, il faut construire des infrastructures publiques pour tout le monde. Ça, on est d'accord avec ça. Mais quand l'État dépasse ses missions essentielles, puis en fait plus, et gaspille de l'argent parce qu'il est inefficace ou parce qu'il rend des services qui sont pas vraiment requis, ben ça, c'est littéralement prendre de l'argent dans la poche des contribuables puis le mettre au feu, le brûler, là, le détruire. Alors, plus l'État est présent, plus l'État est gros, plus il détruit de la richesse. Et donc, plus on s'appauvrit. Puis on s'appauvrit comment? Ben, l'État, l'impact de l'État, c'est quand il taxe, ça se ramasse toujours dans le prix du produit. Si tu as un impôt sur le revenu d'une entreprise, c'est comme un coût, c'est comme le loyer de l'entreprise, c'est comme l'électricité que l'entreprise doit payer, c'est comme les fournisseurs que l'entreprise doit payer, ça se ramasse dans le coût du produit, alors le prix du produit augmente. Si les indus sont taxés, eux, ben c'est sûr qu'ils s'appauvrissent aussi. Alors donc, soit que l'individu est appauvri par l'impôt sur le revenu, soit qu'il est appauvri parce que le coût des biens qu'il veut acheter augmente, parce que ce coût-là inclut les autres taxes qui sont passées aux entreprises. Alors, en bout de piste, la classe moyenne finance l'État qui fait des choses qui parfois peuvent être utiles, la police, l'armée, on a dit tantôt les infrastructures, mais souvent, même quand l'État s'occupe de ces affaires-là, c'est mal géré. Hein, les infrastructures, là, on le voit, là. Et souvent, l'État va dépenser de l'argent qui est vraiment contre-productif. Par exemple, subventionner des entreprises qui perdent de l'argent ou qui n'existeraient pas sans subvention. Ça, c'est de l'argent qui est garoché par les fenêtres. Puis là, des exemples d'argent garoché par les fenêtres, là, il y en a, ça finit plus. Avoir 6 employés pour faire ce qu'un employé dans le privé peut faire. Tout ce gaspillage-là, ça nous appauvrit collectivement. Alors, c'est pas étonnant que le ménage moyen, qui gagne à peu près 80 000 $ par année, va donner en taxes et impôts de toutes sortes à peu près 36 000 $ par année, puis il va être obligé de travailler du 1er janvier jusqu'à peu près au 22 juin. Ça, c'est la période d'esclavage fiscal. Là. Cette période-là, c'est presque la moitié de l'année. Il travaille presque la moitié de l'année pour pour payer ses impôts. Mais tu sais, si c'était le cas, là, puis que on arrivait chez nous, on était fiers. Nos écoles sont neuves, les routes sont neuves, le décrochage scolaire est à 7%. On produit au prorata autant d'ingénieurs que l'Inde et la Chine en produisent, qu'il y a des start-up incroyables, qu'il y a, tu sais, il y a un mood. On oublie même l'hiver. On trouve même que l'hiver est cool, comment on est bon. Si c'était ça, au moins, on fermerait notre boîte, même si on payait 45%. Mais on paye plus, et on paye plus, puis on paye plus partout, puis on est gêné d'être ici. Ça m'énerve. Ben, les services, une fois qu'on a décidé que les services doivent être livrés par le public, par le gouvernement, c'est ça que ça devient inefficace. On peut être d'accord que
l'État doit, on est d'accord que ça nous prend un État, ça prend des routes, ça prend des écoles, ça prend des hôpitaux, tout ça. Et on a accepté, puis moi j'accepte aussi là qu'on va avoir un système de santé, par exemple, un système de santé universel, et on se sert du pouvoir coercitif de l'État pour taxer les gens, pour financer un système de santé universel. On peut être d'accord avec ça, mais une fois que l'État a accompli sa mission de taxer, là, est-ce qu'il doit aussi être l'entité qui livre les services? Oui. Et c'est ça le problème. C'est un des problèmes, c'est que l'État est jamais capable de livrer les services. Si on faisait le constat, on en a parlé quand tu es venu en studio il y a quelques semaines, si on faisait le constat qu'on n'est pas capable de les donner, carrément les services, ça serait déjà au moins quelque chose de compris. On va payer dans la cagnotte, mais on va donner ça à des gens qui sont compétents. Puis dans plusieurs domaines, il y a peut-être plusieurs choses. Puis tu sais, même dans les services de base, tantôt tu disais, la sécurité publique, la justice, les policiers. Mais c'est pas drôle de payer un système de policiers comme, mettons, le budget qu'on accorde à la SQ, puis que les gars montent et font des filatures comme le FBI peut faire, puis qu'on pourrait être fier d'être eux autres, quand ils arrivent devant un procureur de la Couronne qui est manipulé par des hauts dirigeants de je sais pas trop quoi, puis qu'on leur dit, hey, on peut épingler un grand patron de la FTQ, puis que pas une fois, mais 2 fois, on leur dit non, puis pour leur remercier d'avoir dit non, on nomme ces procureurs de la Couronne-là juges. Mais là, je me demande si là aussi, on met pas trop d'argent pour rien, parce que ça mène à rien, les enquêtes policières, à un point que les policiers sont frustrés. Ouais, c'est préoccupant. Alors, c'est sûr que quand le privé... En fait, les gens qui sont là et qui livrent ces services-là, les médecins, les infirmières, les professeurs, les policiers, ils sont compétents, ce sont des bonnes personnes. J'ai rien contre les fonctionnaires. C'est tout simplement que ils n'ont pas les incitatifs, ils n'ont pas les bons incitatifs. Ils sont pas récompensés s'ils sont productifs. Ils sont pas récompensés s'ils essayent de sauver de l'argent. Ils sont pas récompensés s'ils servent le client mieux qu'un autre. Hein? C'est à l'hôpital, là, le directeur général de l'hôpital, là, s'il y a un hôpital à quelque part qui n'a pas d'attente à l'urgence, là, son budget n'augmentera pas, il y aura pas un plus gros budget l'an prochain. Alors que si tu as un hôpital privé qui n'a pas d'attente à l'urgence, ben là, sainte affaire, tout le monde va y aller, puis là, il va avoir plus de clients, plus de revenus, tu sais, dans la mesure où un hôpital privé serait financé selon le nombre de clients qui vont là. Alors, la justice, c'est intéressant. Ce que tu poses comme dilemme, est-ce que la justice, parce qu'elle est livrée par le public, hein, c'est une fonction de l'État, est-ce que ça peut être efficace? C'est vraiment une bonne question. Je vais donner l'exemple, un exemple peut-être pratique, là. Dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, les prisons, ce sont des PPP. Oui. Donc, l'État va en appel d'offres, puis il dit, écoute, veux-tu me construire une bâtisse, puis loger du monde? Non, ça s'appelle pas un hôtel. Celle-là, on va l'appeler une prison, parce qu'au lieu d'avoir des fenêtres avec des vitres, il y a des fenêtres avec des barreaux. Mais, tu sais, entre toi et moi, prison et un hôtel, c'est un peu la même chose. Là. C'est loger du monde, puis bon, il y a une question de sécurité, je comprends ça, mais alors, aux États-Unis, il y a beaucoup de prisons qui sont gérées par le privé, soit en appel d'offres concurrentiels, puis c'est des PPP. Bon, je dis pas là qu'il faudrait privatiser la justice puis les juges puis ça, mais c'est vraiment une préoccupation. Moi, Jeff, j'ai été estomaqué quand le chef de police de Montréal a démissionné 1 mois après l'arrivée du PQ, là. Et j'osais pas trop le dire parce qu'on savait pas trop, puis je pense qu'on ne sait pas encore trop, mais je me croyais honnêtement là dans une république de bananes en Afrique, là. Oh oui. Où, tu sais, tu changes de gouvernement, puis le chef de l'armée change. C'est vraiment préoccupant. Et il faut absolument aller au cœur de cette affaire-là, savoir est-ce qu'il y a eu de l'ingérence politique, est-ce que vraiment... En tout cas, l'impression qu'on a, c'est que la police commençait à être trop proche des politiciens et des syndicats, puis ils les ont mis à la porte, c'est sûr. Est-ce que j'ai bien lu, Jeff? Je sais pas si c'est ça, mais ça te donne cette impression-là? Ben, c'est l'impression qu'on a dégagée ce matin, là. Moi, j'ai... Tu sais, que on fait l'équation que les procureurs de la Couronne, sans qu'ils soient des mauvais, c'est pas les meilleurs, parce que les meilleurs, quand ils sont bons procureurs de la Couronne, il y a des bureaux agressifs qui les spotent rapidement, puis ils s'en vont dans le privé, puis ils s'en vont de l'autre côté de la clôture. Donc là, du jour au lendemain, après avoir dit non, et très rapidement, on se ramasse juge. Moi,
le lien entre le politique et la justice, moi, je dois penser qu'il faut qu'il y ait une grande indépendance, qu'il faut qu'il y ait un mur qui est énorme entre le politique, donc les élus, les hauts fonctionnaires, puis le système de justice. Moi, ce matin, j'ai un gros doute. Ben, la séparation des fonctions de l'État entre le judiciaire et le législatif et l'exécutif, ça, c'est absolument fondamental dans n'importe quelle société démocratique. Et si on a, puis on va peut-être finir par le savoir, je ne sais pas si c'est la commission Charbonneau qui va nous aider à le trouver, mais si vraiment il y a une influence politique sur l'administration de la justice, c'est sûr que le ministre de la Justice, il est là pour administrer la justice, là, il y a toujours une connexion. Et si c'est rendu que c'est le politique qui dicte ceux qui vont être poursuivis ou non par la justice, c'est très préoccupant, là. Et ça montre la force en tout cas, si jamais c'est prouvé, là, ça montre la force des liens entre le monde syndical et les politiciens. C'est très préoccupant. Et ça existe, ces liens-là, ou cette force syndicale-là existe parce qu'on lui a donné des privilèges, des monopoles le monde syndical n'aurait pas cette force-là si on laissait plus de choix et plus de liberté aux travailleurs. Actuellement, les travailleurs sont prisonniers, dans un sens, du syndicat. Dans plusieurs cas, ils sont obligés d'être membres du syndicat. Ils sont obligés de payer une cotisation syndicale qui non seulement couvre les frais de la négociation puis de l'administration d'une convention collective. Hein. C'est supposé te servir à ça, un syndicat. Là. C'est supposé d'être là pour te représenter dans tes conditions de travail puis t'aider à négocier une convention collective avec ton employeur. Ça, je comprends qu'on puisse dire, que le syndicat puisse dire, ben écoute, monsieur l'employé, là, je t'ai négocié une augmentation de salaire, il faut que tu me payes une petite cotisation là, pour qu'au moins je puisse couvrir mes dépenses. Mais l'employé, ça va beaucoup plus que ça. La formule Rand, ça le force à payer pour toutes sortes de dépenses qui n'ont rien à faire avec la convention collective, des dépenses d'administration, des dépenses de pression politique, louer des autobus jaunes pour que les étudiants puissent aller faire des manifestations sur la Grande Allée à Québec pour faire baisser les frais de scolarité. Alors, les syndicats ont beaucoup de pouvoir, ils ont des monopoles, et moi, je pense qu'il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués, remettre un peu de la concurrence là-dedans, tu vas dire, c'est comme, je dis pas de mettre du capitalisme, mais revenir à la base. Le syndicat, c'est là pour aider un employé dans sa négociation de ses conditions de travail avec son employeur. Puis c'est bien correct. That's it. C'est absolument correct. Je veux dire, moi, je suis d'accord avec le droit d'association, mais je suis aussi d'accord avec le droit de non-association. En tout cas, la FTQ, pour terminer, la FTQ, suite aux allégations de TVA hier, où on voit toutes sortes de gens de la FTQ sur le beau bateau de M. Accurso, des gros monsieur avec des grosses bedaines, puis des petits bas noirs, puis des petits cadeaux, les petites queues de homard qui traînent dans l'assiette de sa bedaine. Ils ont répondu par la voie d'un communiqué et ils nous rappellent qu'ils représentent 500 000 travailleurs au Québec. Moi, je suis sûr que les 500 000, il y en a probablement 95% qui sont aussi outrés que n'importe quelle personne non syndiquée au Québec. De ce qu'on peut voir actuellement, c'est la vie de pacha de ces gens-là qui sont supposés de protéger les plus petits. C'est très, très ironique. Merci, Adrien. On se reparle dans 2 semaines. Toujours un plaisir. On pourrait parler des heures de temps. Bonne journée. Bye. Adrien Pouliot est le chef du Parti conservateur du Québec. Il était avec vous à Radio Pirate. Les mémoires de Jeff Fillion. Tu es assis,